Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous pour cet entretien spécial qui reçoit comme invité le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali et chef de la MINUSMA. Mohamed Saleh Anadif, bonjour. Bonjour. Le week-end dernier a été particulièrement sanglant pour les forces de sécurité maliennes. Une série d'attaques à Soumpi dans la région de Tombouctou et Ménaka dans la région de Gao a fait un total de 17 morts et un peu moins d'une vingtaine de blessés. 3 jours de deuil national à Daër étaient décrétés aujourd'hui pour rendre hommage aux victimes. Alors, première question, M. Anadif, un commentaire sur ce drame? D'abord, c'est plus qu'un drame, c'est une tragédie. Et je voudrais vraiment saisir votre micro pour d'abord présenter mes condoléances et marquer la solidarité de tous les hommes et les femmes des Nations Unies en général et ceux de la MINUSMA pour cette tragédie qui a coûté quand même en l'espace de 3 jours. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé à Boni, ce qui s'est passé à Soumpi, ce qui s'est passé à Ménaka. C'est vraiment une tragédie qui, en l'espace de 2-3 jours, a coûté plus de 46 vies humaines. C'est pour dire un peu la gravité de ce qui s'est passé. On ne peut que le condamner et présenter nos condoléances aux familles de ceux qui ont perdu leur vie et malheureusement encore une fois de plus, même des civils ont péri, et ce qui rend encore la tragédie plus dramatique. Oui, justement, M. Anadif, à chaque fois qu'il y a attaque au Mali, les Maliens réagissent et s'interrogent sur beaucoup de questions, notamment la présence des forces de la MINUSMA qui, justement, n'épaulent pas les forces armées nationales pour, justement, combattre les terroristes. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle précis des forces de la MINUSMA aujourd'hui au Mali? D'abord, moi, je comprends les frères et sœurs maliennes qui vivent dans un environnement qui n'est pas facile, mais sûrement, tout en les comprenant, je voudrais juste leur rappeler les missions des uns et des autres. La MINUSMA, tout le monde le sait, a été déployée en 2013 dans des circonstances assez spéciales où vraiment l'avenir du Mali même était en cause, où les terroristes occupaient pratiquement tout le nord. Grâce à l'effort des uns et des autres, l'opération Serval, les forces africaines de la CEDEAO, grâce à la MINUSMA, on est arrivé plus ou moins à stabiliser la situation et les Nations Unies ont décidé qu'il faudrait envoyer une force de maintien de la paix. J'insiste bien sur la question de maintien de la paix. Ce n'est pas une force d'imposition de la paix. Il y a une différence entre les forces des Nations Unies qui sont destinées à maintenir la paix, à protéger les populations, à faciliter le travail humanitaire, à accompagner les autorités maliennes sur la mise en œuvre de dispositions politiques, notamment l'accord pour la paix et la réconciliation. Et c'est tout ce travail politique, sécuritaire. Mais une fois de plus, je comprends l'impatience des Maliens qui se disent « mais nous, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est la lutte contre le terrorisme ». Je voudrais seulement leur dire que la lutte contre le terrorisme aujourd'hui est de la responsabilité des forces de défense et sécurité maliennes, elle est de la responsabilité des Barkhane. Nous sommes en appui aux forces de défense et sécurité maliennes et qu'ils essaient de voir l'accord que nous avons signé le 8 novembre 2017 avec les forces de défense et sécurité maliennes. Donc il faudrait spécifier les missions. La mission de la MINUSMA n'est pas une lutte contre le terrorisme. Est-ce que ça veut dire que la MINUSMA est inutile? Je leur dis, vous avez tort. La MINUSMA fait un travail extrêmement important. Elle protège les populations civiles, elle aide le gouvernement dans la stabilisation du Mali, elle aide à la mise en œuvre de l'accord pour la paix, elle aide à ce que les humanitaires puissent se déployer. Et Dieu seul sait qu'on en a vraiment besoin. Elle protège aussi le personnel des Nations Unies qui est ici. Et aujourd'hui, effectivement, il y a énormément d'actions de développement, les acteurs en développement, y compris les humanitaires, les PNUD et autres. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait de confusion. Mais je comprends les frères et sœurs maliennes et j'ose croire qu'avec la montée en puissance des forces de défense et sécurité maliennes, ils pourront faire face à cette menace. Et je les rassure sur
sur le fait que je crois que toutes ces agitations aujourd'hui, tous ces énervements que nous constatons au niveau des terroristes, c'est qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Aujourd'hui, la région intéresse tout le monde. Bientôt, on aura la force du G5 Sahel qui aura pour mandat justement de la lutte contre le terrorisme, contre le trafic de drogue, contre le trafic d'êtres humains. Je crois que c'est tous ces efforts-là qui vont nous permettre d'endiguer l'insécurité qui commence à être de plus en plus importante. Mais le phénomène terrorisme aujourd'hui, il est mondial. Quand ils apprennent aujourd'hui qu'à Kaboul, par exemple, en Afghanistan, en l'espace de 2-3 jours, il y a eu plus de 100 morts. Donc le phénomène n'est pas seulement qu'au Mali, mais je comprends et vraiment je comprends leur impatience et je suis vraiment solidaire avec eux. Et il faut nécessairement que cette tuerie-là cesse et que ces terroristes-là puissent être mis en déroute pour qu'ils puissent pas nuire aux paisibles populations maliennes. Est-ce que vous pouvez nous dire justement en quoi consiste l'appui que la MINUSMA accorde au G5 Sahel et surtout aux forces armées maliennes? Vous savez, toute force aujourd'hui est conditionnée par les moyens dont elle dispose. Et par exemple, même hier, quand il y a eu Sompi, quand il y a eu Meneka, les gens oublient que ce sont les avions de la MINUSMA qui ont évacué les blessés. Ce sont les avions de la MINUSMA qui ont poursuivi pour chasser les reliquats de ceux qui sont venus commettre leur forfait, même si, effectivement, comme je l'ai dit et je le répète, nous sommes en appui de ces forces. Nous sommes en collaboration également avec Barkhane sur ce dossier. Et la future force conjointe G5 Sahel, nous sommes en train de rédiger un document qui s'appelle Accord technique, qui va nous permettre, parce que c'est la logistique qui conditionne tout, et je crois que nous sommes en train de donner de la logistique, du transport, des rations alimentaires, de l'eau, autant aussi bien aux FAMA qu'aux futures forces du G5 Sahel. Et c'est ça qu'une réponse que les Africains ont décidé, qui est différent de ce que c'est une mission de maintien de la paix onusienne. Monsieur Anadif, il y a une semaine, le Conseil de sécurité a tenu une réunion à laquelle a participé le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il s'agit de Thiema Hubert Coulibaly. À l'issue de cette rencontre, le Conseil a publié une déclaration qui souligne l'importance et l'impatience des diplomates surtout. La France a préparé à cette occasion une déclaration qui menace explicitement le Mali de sanctions en cas de retard dans la mise en œuvre de l'accord signé il y a 2 ans et demi, mais qui ne connaît pas une application à hauteur de souhait. De quoi s'agit-il cette déclaration? Est-ce que c'est une injonction à l'État, au Mali, ou c'est une invite aux partis signataires à mettre plus du sien justement pour que l'accord de paix bouge enfin un peu? Oui, moi je crois que je suis vraiment content que vous ayez mentionné la présence du ministre des Affaires étrangères qui a participé aux réunions du Conseil de sécurité, qu'il faut le préciser, c'était le débat autour du rapport du secrétaire général qui a eu lieu le 23. Ce rapport a été présenté le 23. Il ne faut pas oublier qu'avant le 23, le 15 et le 16, il y a eu le comité du suivi de l'accord. Et si vous examinez les conclusions des travaux du comité de suivi, les parties maliennes, le gouvernement, l'ACMA et la plateforme se sont entendus sur un chronogramme. Quand vous écoutez au niveau des radios, les gens vous parlent du 20 mars, du 12 février, autres, c'est des dates qui figurent sur le chronogramme qui a été convenu entre les parties maliennes. Ils ont examiné les 4 piliers de l'accord pour la paix, les réformes institutionnelles, les réformes sécuritaires, la réconciliation, le développement. Et ils ont fait un timing pour chaque activité. Et le Conseil de sécurité s'est saisi de ce document pour dire, vraiment, nous sommes contents que vous vous êtes entendus sur un chronogramme. Maintenant, on vous demande de respecter ce chronogramme parce on est très impatient. On a mis plus de 2 ans. Vous n'avez pas mis en œuvre cet accord, même s'il y a eu, et il reconnaît qu'il y a eu des avancées. Mais les choses fondamentales,
Il attire leur attention sur le fait que nous sommes en une année électorale, nous sommes à la veille des élections. Il faut faire un certain nombre de pas significatifs pour que nous puissions aller vers les élections dans un climat apaisé pour qu'on ait des élections transparentes et qui puissent être acceptées par tout le monde au lieu qu'on aille vers les élections dans une ambiance qui n'est pas du tout apaisée. Donc, c'est vraiment, si vous voyez les déclarations du Conseil de sécurité et le chronogramme qui a été accepté par les parties maliennes, vous voyez que les dates de référence sont plutôt une proposition de la partie malienne elle-même. Maintenant, vous parlez des sanctions. Je crois que c'est une invite, comme vous l'avez dit, et même parlant des sanctions. C'est le gouvernement malien qui a écrit au Conseil de sécurité pour lui dire « nous traînons, nous voulons un arbitre » pour que vraiment demain, il puisse identifier qui de nous ne fait pas bien son travail, que ce soit la CMA, que ce soit la plateforme, y compris le gouvernement. Donc, la lettre est partie du gouvernement. Aujourd'hui, la sanction ne vise pas seulement le gouvernement, c'est-à-dire qu'une invite pour dire « nous sommes impatients, faites quelque chose, sinon votre demande, à savoir la résolution 2374 qui prévoit un certain nombre de sanctions, rien n'empêche qu'elle pourra être mise en œuvre. C'est aussi simple que cela. » Pour le Conseil de sécurité, la question des élections est un volet important pour la suite du processus de mise en œuvre de l'accord. Cette question est-elle contraignante pour les partis à ce stade? D'abord, ces élections sont des échéances qui sont fixées par la loi fondamentale, la Constitution. Déjà, nous sommes dans une situation de post-crise. Il ne faut pas du tout qu'on commette l'erreur, les Maliens, leurs partenaires, nous des Nations Unies, commettre l'erreur d'ajouter de l'huile sur le feu. Nous sommes en train de régler une crise. Il ne faudrait pas du tout que les élections provoquent une autre crise. C'est en cela que nous disons qu'il faudrait aller vers des élections apaisées, transparentes, qui feraient en sorte que tout le monde accepterait le résultat. Et je note tout simplement que depuis la formation du nouveau gouvernement, des concertations existent au niveau de la classe politique. Quand j'écoute les déclarations du chef de l'opposition, quand j'écoute les déclarations du Premier ministre, quand j'écoute les déclaration même du Conseil de sécurité des Nations Unies, tout le monde est unanime pour qu'il y ait le maximum de concertation, pour qu'il y ait le maximum de consensus, pour qu'on aille vers des élections apaisées. Et si vous avez écouté le chef de l'opposition qui dit « ratons tout sauf ces élections-là ». Donc je crois que c'est ce consensus-là que nous cherchons et nous avons vraiment encouragé le gouvernement pour avoir reporté un peu les élections locales dans le temps pour permettre une concertation plus large qui puisse prendre en compte les préoccupations des uns et des autres. Et ça, nous nous en félicitons. Ça, par exemple, c'est un bon pas du gouvernement, le fait qu'il se concerte avec l'opposition, qu'il se concerte avec les mouvements armés qui sont un partenaire extrêmement important, parce qu'on a besoin aussi de leur concours pour assurer la sécurité au niveau du Nord pour que ces élections puissent se dérouler. Alors justement, ces élections, la MINUSMA accompagne le gouvernement, l'État du Mali pour l'organisation. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots en quoi justement qu'est-ce que la MINUSMA fait concrètement pour accompagner l'État du Mali? Bon, d'abord, nous, à travers le PNUD, nous avons une équipe qui est venue ici, qui a relevé tous les besoins du Mali et nous sommes en train vraiment de les mettre en œuvre. Aujourd'hui, demain, dans énormément de régions, pratiquement du centre et du nord, c'est la MINUSMA qui va assurer le transport des urnes, le transport du personnel qui va surveiller, même le rapatriement des résultats. Et c'est ça qui est vraiment important, sans parler du fait que même au niveau du Sud, nous envoyons une expertise pour aider les uns et les autres. Et donc, nous avons un apport extrêmement important pour que ces élections-là puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Le secrétaire général des Nations Unies a commandité un rapport pour cibler la sécurité des casques bleus en termes de stratégie de maintien de la paix. Que faut-il comprendre de ces interrogations sur l'usage ou non de la force au sein des différentes missions? D'abord, au-delà des conclusions du rapport Cruz, depuis pratiquement 4 ans, 5 ans, depuis que l'environnement des endroits où on envoie les forces de maintien de la paix est devenu un environnement où polluent
des terroristes, où il y a une guerre asymétrique, il y a une réflexion qui a été engagée au niveau du Conseil de sécurité pour dire est-ce que les mandats que nous donnons aux casques bleus dans leur forme actuelle est efficace pour leur permettre d'accomplir leur mission. Cette réflexion-là a été engagée et aujourd'hui la conclusion vraiment qui est en cours et qui est complétée même par les conclusions du rapport Cruz, c'est que réellement si nous voyons la vérité et si vous écoutez l'interview du secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, c'est qu'aujourd'hui ce dont on a besoin, c'est plutôt une force d'imposition de la paix. Une force réellement avec un mandat qui combat le terrorisme, qui combat les trafiquants. Jusqu'à là, les missions de paix des Nations Unies n'ont pas ce mandat. Est-ce que le Conseil de sécurité va franchir ce pas pour que désormais les missions de paix des Nations Unies soient des missions d'imposition de la paix? Le débat est encore là. Des conclusions ont été en tout cas tirées et on espère en tout cas, parce que ce qui est visé, c'est l'efficacité. Mais au-delà de ça, jusqu'à là, les forces de maintien de la paix ont quand même servi beaucoup de causes. Si vous voyez aujourd'hui la paix en Côte d'Ivoire, même s'il y a des séquelles, si vous voyez la paix aujourd'hui en Sierra Leone, c'est les Nations Unies. Si vous voyez au Libéria, les élections viennent se dérouler, c'est une mission de paix des Nations Unies qui a aidé le Libéria à sortir de la situation. Et au mois de mars, la mission des Nations Unies au Libéria va prendre fin, elle va être fermée. J'ose espérer qu'au Mali également, qu'on aura des élections paisibles, qu'on se dirigera tranquillement vers un apaisement de la situation, vers une diminution de l'insécurité et que la MINUSMA un jour quittera le Mali dans un pays apaisé, mais ceci n'exclut pas que le phénomène du terrorisme restera toujours. Il est comme ailleurs. Aujourd'hui aux États-Unis, il y en a. En France, il y en a. Et entre-temps, on aura quand même permis aux forces de défense et sécurité maliennes de monter en puissance, d'avoir plus d'équipements. Aujourd'hui, hier, quand vous avez vu le président effectuer le voyage à Boni, c'était sur des hélicoptères maliens, alors qu'il y a quelque temps, il ne peut le faire que sur des avions de la MINUSMA. Donc, c'est des évolutions positives qu'il faut, à mon avis, encourager, qu'il faut s'allier. Et je crois que les Maliens, malgré leur impatience, je leur demande tout simplement de croire aux forces de défense et sécurité maliennes que nous sommes en train d'appuyer. Et j'ose croire que ce calvaire-là prendra fin un jour. Je vous remercie.